Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'indépendance, le pluralisme, l'économie et la responsabilité des médias, tels seront les sujets qui seront débattus durant les 45e assises de la presse francophone ayant comme thème l'économie des médias dans les pays en développement. Seul 1,7% des dépenses de l'État pour 2017 sera consacré au renforcement de l'administration de proximité, soit à la décentralisation. Les aviations russes et syriennes ont repris leurs bombardements dans la province d'Idleb et à Alep, où l'aide alimentaire s'épuise. Moscou a vu sa puissance de feu augmenter avec l'arrivée d'un porte-avions au large du pays. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorir, vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui, à Madagascar, l'exploitation aurifère menée par une société chinoise à Soumaman ne respecte pas les réglementations en vigueur selon le centre de recherche CRAD-OI et le club de développement éthique. Seuls 15 habitants de Soumaman ont assisté à la consultation publique portant sur cette exploitation. Reportage de Ounna Sain. Le voile est levé sur l'exploitation aurifère menée par la société chinoise Jiangxing Mines à Soumaman. Selon le centre de recherche et d'appui aux alternatives de développement, Océan Indien et le CDE ou Club Développement Éthique, seules 75 personnes ont pris part à la consultation publique qui avait précédé les travaux d'exploitation. Sur ces 75 personnes, seules 15 viennent de Soumaman, selon les révélations du président du CDE. Il y a eu le problème au mois de février de cette année à Soumaman, et pour contourner en fait le refus de la population, on a fait la consultation publique à Miarnarif, à quelques kilomètres donc de Soumaman. Il y a eu 75 personnes. Sur les 75 personnes, 25 personnes, il y a le PV, le anti-usure faisant froid, il suffit d'aller à l'ONE. Il y a eu 75 personnes qui ont participé. 25 personnes en fait appartiennent soit à l'État et ses démembrements, donc ministère, ONE, etc., soit la société chinoise. 50 personnes en fait viennent de la communauté villageoise. Sur les 50 personnes, seules 14 personnes viennent de Soumaman. Donc c'est clair, ça ne représente pas les milliers de personnes qui ont refusé le projet. Et le président du CDE ne s'arrête pas là. Il a également dénoncé le responsable de la société qui a vendu le permis minier à la société chinoise. La société qui a vendu le permis minier à l'entreprise chinoise, cette société en fait, le responsable de cette société est membre du conseil d'administration de la BCMN.
Il y a donc conflit d'intérêts et délit d'initié potentiel. La société chinoise a acquis le permis minier en un temps record, poursuit Serge Zafmaouv, car elle l'a obtenu en seulement un mois, c'est-à-dire au mois d'octobre 2015. Notons que de nombreuses exploitations minières effectuées par des étrangers ont suscité des débats et de vives critiques ces derniers temps, comme les exploitations à Bealanan, Betiak, Mananzar ou encore Ambatondrazak. Sur un tout autre sujet, l'indépendance, le pluralisme, l'économie et la responsabilité des médias, tels seront les sujets qui seront débattus durant les 45e assises de la presse francophone ayant comme thème l'économie des médias dans les pays en développement. 300 journalistes issus de 47 pays francophones, dont une cinquantaine de journalistes malagasy, y participeront. Cette rencontre aura lieu du 20 au 24 novembre 2016 à Antsirabe, dans le cadre du 16e sommet de la francophonie. Des tables rondes et des ateliers seront programmés. Les participants vont également se pencher sur l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Les explications. Le deuxième atelier sera consacré à ce qu'on appelle ici à Madagascar le FELAC. Alors ça s'appelle le FELAC, mais ça s'appelle aussi ailleurs le gombo, ça s'appelle le communiqué final, ça s'appelle, suivant les pays, ça a des noms différents. C'est une grande question, pourquoi? Parce que la pratique qui consiste à ce que les organisateurs d'une conférence de presse, d'un moment de communication, rémunèrent des journalistes qui vont traiter de cette information est une pratique déontologiquement condamnable. Alors évidemment, moi, quand on dit ça, beaucoup de confrères nous disent « Oui, mais comment fait-on, puisqu'on a des salaires très faibles, puisqu'on n'a même pas les remboursements de frais de transport, comment fait-on pour parvenir à travailler quand même ?» Eh bien, il faut mettre tout ça à plat, chercher et trouver des solutions. Ça passe forcément par le fait qu'il faut absolument, à nos yeux, que les journalistes aient un statut qui leur garantisse un minimum de bonnes conditions de travail, en termes de rémunération et d'indépendance. Il faut mettre ça au point avec les patrons de presse, il ne faut pas le faire de façon irresponsable, mais à l'UPF, nous avons les patrons de presse et les journalistes. Donc profitons-en pour en parler. Sur le plan économique, seul 1,7% des dépenses de l'État pour 2017 sera consacré au renforcement de l'administration de proximité, soit à la décentralisation. Le projet de loi des finances a été présenté à l'Assemblée nationale ce jour. L'État continuera de subventionner la Djirama à hauteur de 250 milliards d'ariars. Reportage de Zourakut Ninjin. Le ministre des Finances a effectué ce jour une présentation générale du projet de loi des finances 2017 à l'Assemblée nationale. 4 172 milliards d'ariars de dépenses sont prévus, dont 47% pour les dépenses de solde, 4% pour les infrastructures, 4% pour les dépenses sociales, 2% pour le développement rural, 1,7% seulement pour le renforcement de l'administration de proximité, 6% pour les autres investissements et 20% pour les dépenses de fonctionnement. Les subventions aux sociétés d'État, telles que le Djirama, vont se poursuivre l'année prochaine. En outre, l'octroi de compensation aux transporteurs pour faire face à la hausse des prix des carburants est également inscrit dans ce projet de loi des finances. Sur ces 4 172 milliards d'ariars, 4 008 milliards vont être fournis par les recettes fiscales et non fiscales. Si cette année le pouvoir envisageait d'asseoir une croissance forte, durable et ayant des répercussions sur les couches vulnérables, la réalité est tout autre car la pauvreté s'est aggravée. Va-t-il réussir à redresser la situation l'année prochaine? Rien n'est moins sûr. Les litiges fonciers se sont multipliés ces derniers mois à travers l'île. Des litiges engendrés généralement par l'accaparement des terres par des étrangers, dont des Chinois pour la plupart. Ces conflits terriens fréquents sont en train de paralyser l'économie du pays. Pour y remédier, l'État a élaboré le programme national foncier dont la présentation s'est tenue ce jour au ministère des Affaires étrangères. Un programme qui devrait faire l'objet de larges consultations nationales, selon le représentant résident de l'Union européenne qui a assisté à l'atelier y afférent. On l'écoute. L'atelier d'aujourd'hui va permettre donc de poursuivre les échanges d'il y a un an, car il y a encore des questions ouvertes. Il y a toujours certaines inquiétudes, par exemple sur le projet de loi sur la propriété privée titrée, qui devrait être présenté à la session en cours actuellement de l'Assemblée nationale.
Je ne veux pas rentrer non, dans les détails de ce qui sera discuté ce matin au cours de l'atelier. Je me permets quand même d'insister encore une fois sur la nécessité de ce dialogue pour que tout le monde comprenne ce qui est en jeu. Et c'est pourquoi nous demandons que ce texte fasse toujours l'objet d'une large consultation nationale, incluant activement les membres et les plateformes habilitées de la société civile, conformément aux engagements pris par M. le ministre auprès de la présidence en charge du foncier. Les habitants expropriés dans le cadre de la construction de la route reliant Ivat-Sovmaswanj ont finalement été indemnisés. Une indemnisation qui n'est intervenue qu'à quelques jours du sommet de la francophonie. Ces habitants ont ainsi attendu plusieurs mois avant de recevoir leur argent. Selon une source, l'argent en question avait été déposé dans les caisses du Trésor public depuis mars 2016. Apparemment, les responsables ont procédé au règlement de leurs indemnisations car ils craignaient une manifestation des centaines de personnes expropriées durant le sommet. Sur le plan international, pour le deuxième jour consécutif, les chasseurs bombardiers russes ont frappé mercredi 16 novembre la province d'Idlib dans le nord-est de la Syrie. Les bombardements aériens et d'artillerie ont tué 35 civils, dont 6 enfants, ces dernières 24 heures dans les quartiers rebelles d'Alep et 21 autres dans le village de Batbo, à 40 km à l'ouest de la ville, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Reportage de France 24. Dans les bras de ce sauveteur d'Alep, le corps d'un enfant tué dans les bombardements. Depuis 2 jours, les quartiers rebelles à l'est de la ville sont de nouveau visés par les raids du régime syrien. Des attaques qui ont fait des dizaines de victimes. Ce quartier est désormais une zone sinistrée. Regardez l'étendue des dégâts. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hôpital pédiatrique et la banque du sang ont aussi été endommagés par les barils d'explosifs. Les hélicoptères visent les unités de sauvetage et les ambulances. Non seulement Alep est assiégé, mais en plus, ils visent maintenant les sauveteurs et les médecins. Ils veulent réduire Alep en cendres. 250 000 personnes vivent dans les quartiers rebelles de la ville. Des habitants assiégés depuis 4 mois. Le Programme alimentaire mondial a effectué dimanche sa dernière distribution de nourriture et les provisions des associations seront bientôt épuisées. Nous avons terminé de distribuer nos rations alimentaires à environ 2000 personnes. Notre entrepôt est vide. Nous ne pouvons plus continuer les distributions. La reprise des frappes du régime sur Alep coïncide avec l'annonce par la Russie, alliée de Damas, d'une nouvelle offensive, officiellement contre les djihadistes d'Idlib et de Homs. Dans le reste de l'actualité, Barack Obama achève sa tournée européenne d'adieu en Allemagne, grand allié des États-Unis en Europe. C'est là que Barack Obama dira également au revoir à ses autres homologues européens réunis pour l'occasion. Theresa May pour la Grande-Bretagne, François Hollande pour la France, Mariano Rajoy pour l'Espagne et l'Italien Matteo Renzi. Une visite qui s'apparente aussi à un passage de relais entre Barack Obama et la chancelière allemande, défenseurs tous deux des liens transatlantiques et du libre-échange. Reportage de France 24. C'est une rencontre en forme de passage de témoin. Quelques jours après l'élection de Donald Trump, Barack Obama vient à Berlin pour rencontrer Angela Merkel, défendre la démocratie et surtout apaiser les craintes que suscite en Europe l'arrivée à la Maison-Blanche du milliardaire. Pour beaucoup d'analystes, depuis le 8 novembre, Angela Merkel est devenue la meilleure représentante du monde libre et la première défenseuse des relations transatlantiques et du libre-échange. Pour contrer les positions isolationnistes et protectionnistes de Donald Trump, les deux dirigeants ont publié une tribune réaffirmant leurs valeurs communes. Il n'y aura pas de retour au monde d'avant la mondialisation. Nous sommes plus forts en travaillant ensemble. Signe du poids important de l'Allemagne sur la scène internationale, c'est aussi à Berlin que le président américain fera vendredi ses adieux à ses homologues britanniques, français, espagnols et italiens. Depuis l'accession au pouvoir de Barack Obama, les États-Unis et l'Allemagne ont toujours entretenu des liens étroits. Le chef de la Maison-Blanche a récemment affirmé que son homologue allemande était vraisemblablement sa partenaire internationale la plus proche. Convergence d'idées, convergence de positions. Cette bonne entente débute dès 2008. Le président américain avait à l'époque choisi Berlin pour accueillir son plus grand meeting électoral en juillet.
Cette relation de confiance a survécu au scandale portant sur l'espionnage du téléphone portable d'Angela Merkel. En 8 ans de mandat, le président américain est venu 6 fois en Allemagne, 6 voyages officiels, pour à chaque fois conforter une relation toujours plus forte entre la première puissance du monde et la première économie européenne. Je vous rappelle les points forts de notre édition. L'exploitation aurifère menée par une société chinoise à Soumaman ne respecte pas les réglementations en vigueur selon le centre de recherche CRAD OI et le club de développement éthique. Pour le deuxième jour consécutif, les chasseurs bombardiers russes ont frappé mercredi 16 novembre la province d'Idleb dans le nord-est de la Syrie. Voilà qui referme notre journal ce soir. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.